Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info, la grande édition de nos informations, mais tout d'abord le sommaire. Après Paris, le chef de l'État est arrivé au Maroc. Professeur Alpha Condé prendra part à la 12e édition du Salon international de l'agriculture organisé cette année. Et puis nous irons à Kindia avec le démantèlement d'un parc illégal où plusieurs espèces protégées sont enfermées de façon illicite. Enfin, ce bilan mi-parcours après le lancement de la campagne de vaccination contre la rougeole, le ministère de la Santé entend à mettre les bouchées doubles pour éradiquer cette épidémie en Guinée. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette édition. Le chef de l'État a quitté Paris au terme d'une visite très prolifique en termes d'acquis. 9 accords ont été signés pour consolider la coopération entre la France et la Guinée. Mohamed Souma, Mangafoude Touré, Aboubakar Kamara. La fin d'un séjour historique. Jusqu'au bout de sa visite d'État, le président de la République de Guinée a eu droit à tous les honneurs que la France peut accorder à ses hôtes de prestige. Déjà classée parmi les 3 pays prioritaires de la coopération française, la Guinée a bénéficié de nouveaux accords économiques qui font la satisfaction du chef de l'État. On a signé 9 accords, la Guinée a signé 9 accords avec la France, donc dans tous les domaines, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'assainissement, dans le domaine du financement des projets, etc. Donc c'est quand même 9 projets importants qu'on a signés à l'Élysée. Président en exercice de l'Union africaine, le professeur Alpha Condé a par ailleurs largement partagé sa vision d'une Afrique prête à assumer son destin. La classe politique française est réceptive à ce rappel. Les échanges que j'ai eus avec Macron, le Premier ministre Fillon, etc. Et surtout le fait qu'ils soient en phase avec notre nouvelle vision de l'Afrique, je pense que cela me rassure pour l'avenir des relations entre l'Afrique et la France. Les résultats obtenus pour l'Afrique et la Guinée au cours de cette visite d'État confortent l'optimisme de la délégation présidentielle. Dans 2 semaines, même pas 2 semaines, oui, le président Hollande ne sera plus là. Mais c'est un État, donc il y a la continuité. Toutes les signatures qui ont eu lieu dans le cadre de financement accompagné par, comment on va dire ça, l'AFD, seront maintenues. Mais n'oubliez pas non plus que c'est un État libéral, par essence. Même s'il y a un président socialiste, vous ne pouvez pas changer les choses. Et c'est la raison pour laquelle nous avons rencontré le MEDEF. C'est eux qui font l'essentiel de l'investissement dans ce pays. Chaque jour, un peu plus, le slogan « Guinea is back » s'illustre dans les actes d'éclat à travers. Après Paris donc, le chef de l'État est arrivé au Maroc. Professeur Alpha Condé prend part à la 12e édition du Salon international de l'agriculture. Une édition qui se tient cette année au royaume chérifien, au cœur de la rencontre de la relance du secteur agricole. Sanassi Keita, envoyé spécial. Après sa visite d'État à Paris, le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, arrive au Maroc. Professeur Alpha Condé est accueilli sur le tarmac de cet aéroport international de Fès par le tout nouveau Premier ministre du royaume chérifien. Ici, dans ce royaume, le chef de l'État guinéen, président en exercice de l'Union africaine, prendra part à la 12e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc, SIAM, qui se tiendra du 18 au 23 avril 2017. Au salon d'honneur de cet aéroport de Fès, Saad Eddine Al-Othmani, Premier ministre du Maroc, a expliqué clairement au professeur Alpha Condé les enjeux de ces assises axées sur l'agriculture et lui témoigner en même temps de sa volonté de faire en sorte que le partenariat agricole, ce lien entre la Guinée et le Maroc, se renforce davantage, au profit surtout des 2 peuples. Et puis ce communiqué conjoint des ministres en charge de la fonction publique et du travail, conformément
conformément aux dispositions du décret numéro 2-95-250 PRGSGG du 1er août 1995 instituant les fêtes légales en République de Guinée, les ministres en charge de la fonction publique et du travail portent à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics, mixtes et privés que la journée du lundi 17 avril 2017, lendemain de Pâques, est déclarée férié chômé payé sur toute l'étendue du territoire national. Les ministres en charge de la fonction publique et du travail profitent de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à tous les fidèles chrétiens de Guinée. Bédinankouma Doumbouya, le ministre. La Guinée dispose désormais d'une politique nationale de gestion des risques et catastrophes. Le document a été remis au chef du gouvernement avant validation. Tous les départements ministériels doivent s'en approprier, ainsi que du projet de décret portant sur la création d'une agence nationale. Hadi Kamara, Ousmane Bangoura, Kabasouma. Ici, c'est la restitution et la remise au gouvernement de la lettre de politique nationale de gestion des risques et des catastrophes en Guinée. Étant validé, ce document de référence prend en charge toutes les difficultés liées à l'identification, à la gestion des risques et à la réhabilitation des zones sinistrées. Récemment, la CEDEAO a proposé aux pays membres l'élaboration d'une politique globale de réduction des risques et de gestion des catastrophes, ainsi que la mise en place d'une agence nationale chargée de la gestion de ces risques et catastrophes. Cette agence doit prendre en compte la totalité des risques, quelle que soit leur nature, leur ampleur et dans toutes les phases de leur gestion. Et de par leur ampleur, les catastrophes nécessitent une réponse coordonnée par plusieurs départements ministériels. Or, la Guinée ne dispose pas pour le moment d'un cadre interinstitutionnel approprié pour prévenir les risques et gérer les catastrophes. À travers ce document, il est question de renforcer désormais la capacité d'intervention de l'ensemble des acteurs en vue d'atténuer les risques liés aux catastrophes. Le Premier ministre était là pour apprécier hautement la qualité des travaux et rappeler l'importance de ce document rédigé par les experts nationaux et internationaux. Notre pays, la Guinée, n'est pas à l'abri de ces phénomènes naturels et anthropiques. Cette cérémonie m'offre l'opportunité de vous adresser les sincères remerciements du chef de l'État pour le rôle important que jouent les participants que vous êtes dans la préparation de notre pays à la gestion des risques et catastrophes dans un cadre concerté. Par la même occasion, le gouvernement s'engage à ne ménager aucun effort pour la mise en œuvre de cette politique nationale de gestion des risques et catastrophes et appelle l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion de ces risques et catastrophes en Guinée et les partenaires techniques et financiers à travailler dans la plus grande synergie pour apporter la réponse la plus pertinente pour l'opérationnalisation de la lettre de politique nationale de gestion des risques et catastrophes. Avec l'élaboration de ce document, c'est une étape importante qui vient d'être franchie dans la mise en œuvre des mécanismes de gestion des catastrophes en Guinée. Cet autre communiqué dans le cadre du traitement des dossiers de réclamation par la commission des recours suite à l'application des nouvelles grilles indiciaires de la fonction publique, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration porte à la connaissance de tous les ministres d'État, ministres, gouverneurs, préfets, les maires des communes de Conakry que la fin du dépôt des dossiers de réclamation initialement prévu pour le 31 mars 2017 est prolongé jusqu'au 31 juillet 2017, délai de rigueur. À passer ce délai, aucun dossier ne sera reçu par la commission des recours. Par conséquent, je vous saurai gré des dispositions utiles que vous voudriez bien faire prendre par vos services de division des ressources humaines pour l'exécution correcte de cette mesure. J'essaie d'avance compter sur votre habituelle collaboration. Signé le ministre Nankouma Doumbouya.
Et puis le commerce illégal des animaux, la Guinée est pleinement touchée par le phénomène. Le ministère en charge de l'environnement et des ONG internationales mène le combat. C'est ainsi qu'ils viennent de démanteler un parc à Kindia où plusieurs espèces protégées sont enfermées de façon illicite. Voici le constat de notre reporter Mamadou Alpha Baldé. Son nom, Rambo. Âgé d'une quinzaine d'années, ce chimpanzé aura été longtemps enfermé dans ses grillages de façon illégale. Ce matin, c'est la fin du calvaire pour Rambo et ses compagnons. Des équipes spécialisées du Centre de conservation des chimpanzés, appuyées par ceux du ministère de l'Environnement, procèdent à leur libération. Ils sont endormis, embarqués dans des cages, puis transférés dans des lieux appropriés où ils seront soignés avant d'être relâchés dans leur milieu naturel. Chimpanzé depuis 20 ans, pour lui, il a besoin d'être avec des chimpanzés, il a besoin d'être dans la nature, il a besoin de pouvoir monter aux arbres, il a besoin d'être libre comme nous. Puis on va le ramener dans un centre de réinsertion, on va le soigner, on va lui redonner à manger correctement et le but du jeu c'est d'essayer de le relâcher avec des congénères à lui. Le démantèlement de ce parc zoologique clandestin a permis la récupération de nombreuses espèces intégralement protégées. Au-delà des primates, des crocodiles, tortues, autruches, canards sauvages et autres sont aussi sauvés. La Guinée est un centre professionnel et organisé de trafic international de grands singes, de chimpanzés. Et de nombreux chimpanzés ont été exportés en dehors du pays, de la Guinée à la Chine. Donc c'est des filières qui sont bien organisées, des réseaux professionnels organisés qui ont des méthodes, des modus operandi sophistiqués pour exporter en contrebande les chimpanzés depuis la Guinée au reste du monde. Un chimpanzé, c'est 20 000 $ sur le marché international. Depuis 2006, 130 chimpanzés et 10 gorilles ont été exportés de la Guinée à la Chine. Donc, vous faites un peu le calcul, ça fait 3 millions de $. L'opération est menée en collaboration avec les services d'Interpol. Des arrestations sont effectuées et la justice sera saisie. La personne ou les personnes qui sont propriétaires vont répondre devant la justice. Nous, on ne pourra pas dire si ils sont coupables ou pas. En tout cas, nous allons mener les enquêtes jusqu'au fond. C'est une pratique illégale parce que ce sont des comment on appelle ça, les espèces protégées. Et quand on prend les espèces protégées, on les met dans des lieux comme ça cachés, ça veut dire qu'il y a de quoi dire. Et vu la diminution de la population, vu la dégradation des écosystèmes, vu la mauvaise pratique que les gens sont en train de faire, ces espèces sont en train de diminuer d'une façon vraiment alarmante. La criminalité faunique internationale représente près de 20 milliards de $ par an. Depuis 2010, près de 150 chimpanzés guinéens ont été vendus sur le marché international. Avec ses partenaires comme l'ONG WAHA, le ministère de l'Environnement entend multiplier les efforts pour freiner le phénomène et mieux protéger les espèces en voie d'extinction. La culture de l'anacarde après la phase de production, c'est celle de la commercialisation de la noix de cajou. Il y a 2 jours que la campagne est lancée dans la préfecture de Boké. C'est le ministre du Commerce qui a présidé cet événement piloté par l'agence guinéenne pour la promotion des exportations. Algassi Mouba, Alassane Tondon Camara. À moins de 2 ans, la filière cajou émerge des abysses en Guinée. Et cela grâce à une initiative présidentielle qui, en 2016, a créé 204 000 hectares de plantations. Au cours de la période 2015-2016, la Guinée a exporté plus de 57 000 tonnes de noix brutes selon l'agence guinéenne pour la promotion des exportations. Nous voulons effacer complètement la pauvreté à Boké ici, surtout en Guinée, pour que tout le monde se base de l'agriculture comme nous, pour que nous quittions la pauvreté complètement. Et ça fait partie de l'aide du gouvernement et la diminution de chômage en Guinée. Depuis que le chef de l'État, le président de la République, s'est impliqué personnellement dans le soutien à la filière, elle était accrochée d'abord à d'autres filières
la décision a été prise de la séparer des autres filières, d'en rendre une filière indépendante et aussi de donner un nouvel élan à la production par le chef d'État lui-même, parce qu'il a donné des quantités énormes de semences à nous planteurs pour que nous puissions agrandir nos plantations. À l'instar des autres pays exportateurs, la Guinée entend freiner les évasions de noix vers les pays de grande industrie de transformation. Un exercice qui passe par une franche collaboration entre les différents acteurs évoluant dans la filière cajou. Avec la synergie du bureau des exportateurs, nous allons les sensibiliser pour qu'ils acceptent de rapatrier les fonds issus de l'exportation des noix de cajou. Une fois de plus, nous donnons raison au chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui a imprimé une dynamique pour le renforcement de ces filières, pour que ces filières viennent en termes de production, en termes de productivité, à rehausser le niveau de l'économie guinéenne. En marge de la journée de lancement de la campagne de commercialisation du cajou à Boké, une rencontre a été organisée pour examiner les problèmes et pistes de solutions. Pour être plus complet sur ce dossier, des sacs et bâches ont été remis aux planteurs par le ministère du Commerce et cette année, le prix du kilo de cajou est fixé à 10 000 francs guinéens. À Kindia, les paysans se frottent aussi les mains. Ils bénéficient d'un projet de près d'1 milliard de francs guinéens pour appréhender les mécanismes de la bonne gestion. Un soutien du programme d'appui à la société civile qui va toucher plusieurs unions et groupements pour renforcer le développement local. Thierno Ousmane Diallo nous signe ce reportage. Ils ont des compétences dans le domaine de l'agriculture, mais sur des questions de gestion et de bonne gouvernance, les acteurs du monde rural de Kindia sollicitent un appui pour encore être plus performants. Grâce à la coopération Guinée-Union européenne, leurs rêves se réalisent. Durant les 14 prochains mois, ils vont pouvoir acquérir des connaissances dans les domaines de gouvernance locale et de développement participatif avec le PASOG, programme d'appui à la société civile. L'objectif du PASOG, c'est d'appuyer les organisations de la société civile à travers le renforcement de capacités pour que ces organisations soient des acteurs, des interlocuteurs incontournables en matière de gouvernance, en matière de démocratie. 1900 personnes sont concernées par cette initiative. Toutes réunies au sein de l'Association pour la promotion économique de Kindia APEC, elles vont pouvoir mettre en œuvre leur projet. L'action qui nous réunit est un projet qui vise une meilleure participation de la société civile dans l'espace public guinéen et en particulier appuyer les efforts en matière de consolidation de l'état de droit, de gouvernance, de promotion des principes démocratiques et de respect des droits de l'homme. Pour la matérialisation du projet, il bénéficie de 929 millions de francs guinéens. Une importante somme qui permettra aussi d'appuyer les capacités opérationnelles de l'APEC à travers l'équipement des acteurs du développement rural. La tournée du ministère de l'enseignement préuniversitaire dans le pays profond, il était récemment à Fodekaria, dans Kankan. La communauté a financé la construction d'un collège moderne et d'une bibliothèque. Le ministre a également visité une cantine scolaire. Reportage à Kankan, Amadou Touré. Du retour de Sigiri où il a été l'hôte des enseignants et les partenaires sociaux de l'éducation, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a fait escale à Fodekaria, localité de Kankan où il a visité la nouvelle cantine scolaire, un collège moderne et une bibliothèque entièrement réalisée par la communauté. Pour une meilleure gestion de ces différentes infrastructures, la communauté sollicite l'accompagnement du gouvernement. Grâce à la construction de cette cantine, il y a beaucoup de villages maintenant qui viennent étudier ici puisque nous avons un collège et un lycée que s'il plaît à Dieu,
par la grâce du ministre, le président de la République, et le village là sera éradiqué en collège-lycée. Comme ça, tous les villages environnants souhaitent continuer les cours ici jusqu'au niveau universitaire. Dans la région, les cantines scolaires sont d'une grande importance selon les spécialistes. Elles permettent l'augmentation du taux de fréquentation, mais aussi le maintien des élèves. C'est pourquoi le ministre s'engage à soutenir l'initiative. Je pense que les autorités préfectorales de Kankan ont eu raison de me faire visiter une telle réalisation, surtout quand ça vient d'un citoyen lambda du village. Vous voyez cette cantine, la capacité d'accueil dépasse plus de 300 élèves. Et je me suis rendu compte que c'est une cantine de l'État, c'est pas géré par PAM, c'est plutôt l'État guinéen. Comme j'ai une direction nationale de cantine, je ferai de sorte que la cantine là soit régulièrement ravitaillée. Ibrahima Khalil Konaté s'est également rendu à Bankalan où il a visité un centre fruit de la coopération guinéo-turque. Créé cette année, le centre a pour vocation d'enseigner la première promotion de 43 apprenants en turc, arabe et français. Dans les prochaines années, les élèves de ce centre iront poursuivre les études en Turquie. Le gouvernement de la République populaire de Chine porte à la connaissance du public guinéen qu'ils offrent des bourses d'études post-universitaires à tous les États membres de l'UNESCO au titre de l'année académique 2017-2018. Conditions d'admission, maîtrise parfaite de l'anglais. Le formulaire de candidature est disponible à l'Office national des bourses extérieures, ONAB. La date limite du dépôt des dossiers de candidature à l'ONAB est fixé au 18 avril 2017, délai de rigueur. Pour tout renseignement complémentaire, le candidat pourra prendre contact avec l'ONAB. Dans l'actualité encore, des guides de suivi des chantiers au sein des collectivités locales et un module de formation des acteurs locaux sont désormais disponibles. Ces documents permettent de suivre et de contrôler les différents chantiers. L'initiative du ministère de la décentralisation et le programme d'appui aux communautés villageoises. Explication, Mohamed Lamine Kamara. En Guinée, le processus de décentralisation et de développement local fait du chemin. Le département de tutelle et ses partenaires apportent leur appui aux collectivités locales dans la réalisation de nombreuses infrastructures d'intérêt public. Souvent, le manque de suivi dans l'exécution des travaux est récurrent. Pour inverser la tendance, des guides de suivi des chantiers des collectivités décentralisées et du module de formation des acteurs locaux sont élaborés par une équipe de consultants. Cette fois-ci, le département a pris l'initiative, n'est-ce pas, de produire un document qui doit servir de bréviaire pour suivre le chantier, depuis le lancement jusqu'à la réception définitive. C'est un acquis pour les collectivités, c'est un acquis pour toutes les parties prenantes pour désormais apprécier l'évolution des travaux. Ces documents constituent des outils efficaces pour la maîtrise d'ouvrage des communes rurales. La stratégie consiste à amener les acteurs locaux à s'approprier des domaines de compétences afin de faire de leur collectivité un modèle de promotion de développement local. Nous voulons désormais que le contrôle quotidien qui doit être fait pour que les actions qui seront menées au niveau de nos collectivités, que ce soit des investissements qui vont prendre une grande durabilité dans le temps. Donc c'est la raison pour laquelle le ministère de l'administration du territoire a commandité cette étude. Au terme de ce conclave, des amendements et propositions sont faites par les participants. Ceci pour permettre aux consultants d'améliorer les documents avant leur validation. Kindia abrite une session de formation des journalistes et correspondants de l'agence guinéenne de presse. Rôle et responsabilités des médias de proximité avant, pendant et après les communales, c'est le thème qui sera débattu au cours de cette session de Kindia. Mohamed de Camara nous signe ce reportage. Les journalistes jouent un rôle prépondérant dans le processus électoral d'un pays. Pour leur participation réussie aux élections communales prochaines en Guinée, une trentaine de journalistes et correspondants de l'agence guinéenne de presse sont outillés en technique de couverture médiatique des élections. C'est une initiative de la Direction générale de l'agence guinéenne de presse en collaboration avec la CENI à travers son projet d'appui au cycle électoral en Guinée. Nous avons une mission importante dans le processus électoral. Nous allons changer nos façons de faire,
nous allons insister surtout sur l'équité du traitement de l'information entre les éventuels candidats. La formation va m'aider à combler le vide et savoir comment est-ce qu'il faudra réellement venir au secours des électeurs pour pouvoir vendre les programmes que détiennent les différents candidats. Pour la CENI, l'institution qui pilote les élections en Guinée, les journalistes sont des partenaires clés dans la réussite d'une élection apaisée. Il est important que nous puissions travailler à outiller ces médias de proximité, en tout cas si nous voulons rester dans la logique de proximité, de nature à ce que ceux qui sont au jour le jour avec les populations à la base puissent naturellement leur passer des messages de paix. Nous espérons que votre rencontre vous permettra d'identifier de nouveaux outils et des approches plus adaptées dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations relatives à ces élections, à l'attention de l'ensemble de la société, mais surtout de la classe politique et de tous les intervenants dans le processus électoral. À travers cette deuxième formation, à l'espace de 2 ans, les responsables de ce service des médias publics souhaitent rendre compétitifs sur le terrain. Espace santé, le bloc abritant la maternité, la pédiatrie et autres services vient d'être réhabilité, entièrement équipé. C'est une action de l'USAID en collaboration avec le ministère français des Affaires étrangères. La remise officielle des clés de l'infrastructure a été présidée par le ministre de la Santé. Les détails, c'est avec Samara Tolno. Les murs et toits dans un état délabré, voici le visage du bloc abritant la maternité et autres services de l'hôpital Ignace Digne il y a quelques mois. À la place de cette triste image, c'est un bâtiment aux couleurs attrayantes qui frappe désormais le regard du visiteur. Il est réhabilité et équipé par les projets HC3, HCD et Twin 2H grâce au financement de l'USAID et du ministère français des Affaires étrangères. C'est un travail qui est très bien fait. Vous avez vu, le but c'est d'améliorer le cadre d'accueil pour les malades, le cadre de prise en charge et même les accompagnants n'ont pas été oubliés comme vous venez de le voir. Il y a un abri accompagnant avec des toilettes qui sont prévues et aussi nous avons mis l'accent sur l'humanisation des services. Vous avez vu des tables d'accouchement séparées les unes des autres, et un équipement de monitoring, de surveillance et de prise en charge des situations d'urgence de très haute qualité, vraiment équipement de pointe. Ça faisait partie de la riposte post-Ebola. On savait qu'il fallait faire quelque chose pour promouvoir la bonne santé avec la population, donc nous sommes venus pour aider. Pour un délai contractuel de 3 mois, les travaux de réhabilitation du bâtiment ont été réalisés par l'entreprise Synergie africaine de développement. 5 services sont bénéficiaires. Il s'agit notamment de la maternité, la pédiatrie, la cardiologie, la neurologie et le cabinet dentaire. On a fait les travaux avec les services rendus au même moment. Donc le service était régulier et les travaux s'exécutaient. Ça a été la difficulté majeure que nous avons rencontrée. Nous remercions très sincèrement les donateurs qui sont JHPEGO et HC3 à travers bien sûr USAID qui nous ont porté confiance pour nous donner la réhabilitation des travaux. Pour une meilleure prise en charge des patients, l'USAID et le ministère français des Affaires étrangères offrent du matériel médical et informatique aux services rénovés. Lorsque nous recevons des équipements de telle envergure, nous rassurons tout simplement que nous allons faire un bon usage de ce matériel. Avec une capacité d'accueil de près de 500 lits, l'hôpital Ignace Digne est l'un des plus grands centres hospitaliers de Conakry. Bilan à mi-parcours, près d'une semaine après le coup d'envoi de la campagne de vaccination contre la rougeole dans les communes de Conakry, les acquis et les faiblesses sont clairement identifiés. Le ministère de la Santé veut éradiquer l'épidémie. Hadia Toubari nous signe ce reportage. Est construit en 2015 par la compagnie minière Roussal pour une enveloppe de 10 millions de dollars.
Ce centre de recherche a joué un rôle prépondérant dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. En séjour de travail en Guinée, le vice-ministre de la Santé russe a visité les installations du centre, mais également se rassurer de la qualité des prestations de l'essai vaccinal. Les impressions après la visite du centre sont très bons et je vois que c'est une très bonne contribution de la part de la Fédération de Russie, de la part de la société russale, et on va continuer dans ce sens-là. Comme des experts guinéens, la procédure de dispensarisation, et à ces buts, on va livrer les équipements nécessaires. La Fédération de Russie tient beaucoup à ses relations avec la Guinée et elle tient à développer ces relations-là. Nous sommes très ravis, nous sommes avec grand plaisir, monsieur le vice-ministre de la Russie. Nous comprenons bien ce que notre travail commun, sans problème dans les résultats positifs. Ce centre hospitalise simultanément des patients atteints de tout genre de pathologie, soit une capacité d'accueil de 60 lits. Les prochains mois, les premiers volontaires de l'essai vaccinal contre Ebola en cours dans le pays seront admis dans ce centre pour un suivi médical. Ceci conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Vous l'avez compris, c'était plutôt le vice-ministre russe de la Santé en séjour de travail en Guinée qui est allé visiter hier le centre de recherche en épidémiologie, microbiologie et de soins médicaux. C'était du côté de Kindia. Et puis, bilan à mi-parcours, près d'une semaine après le coup d'envoi de la campagne de vaccination contre la rougeole, dans les communes de Conakry, les acquis et les faiblesses sont clairement identifiés. Le ministère de la Santé veut éradiquer l'épidémie. Adia Toubari nous signe ce reportage. Dans la commune de Matodo, ils sont 200 000 enfants ciblés pour la vaccination contre la rougeole. Depuis le lancement de la campagne, seulement 80 000 enfants dont l'âge varie entre 6 mois à 10 ans ont reçu leur dose vaccinale anti-rougeoleux doublée de la vitamine A, soit 30% de la couverture vaccinale en 6 jours. Cependant, à Ratoma, le bilan est loin d'être reluisant, avec seulement 22% d'enfants vaccinés. Bilan à mi-parcours, dressé au cours de ces réunions des acteurs impliqués dans la campagne de vaccination. On a reçu 42 équipes qui sont fonctionnelles sur le terrain. On a décidé d'éclater ces équipes en 2-2. Donc on aura maintenant 84 équipes et qui seront fonctionnelles à partir de ce jour. Et à partir de là, chaque équipe doit vacciner normalement 1000 enfants par jour de cette tranche de 6 à 10 ans. Nous sommes en pleine année scolaire. Les vaccinateurs vont dans les quartiers, mais les enfants ne sont pas dans les quartiers, ils sont dans les écoles. Or, les écoles n'ont pas été ciblées. Alors donc, moi je pense qu'il faut d'abord cibler ces écoles, parce qu'il y a les maternelles, les jardins d'enfants, les garderies, n'est-ce pas, et puis le primaire, pour que dès demain, la vaccination commence dans les écoles. Peut-être qu'avec ça, on pourra faire le maximum de vaccination. Soutenue par l'UNICEF et Médecins sans frontières, cette campagne de vaccination contre la rougeole est également en cours dans la commune de Kaloum. À l'image des autres communes, chefs religieux et élus locaux font la revue à mi-parcours après 6 jours de vaccination. On ne peut pas vacciner les enfants si les leaders religieux, les leaders de la société civile ne sont pas impliqués et les doléances sont prises en compte. Par exemple, l'éclatement des sites, ça c'est normal, on va éclater les sites, mais eux aussi ils ont le devoir de sensibiliser les administrés à venir faire vacciner leurs enfants. Ils ont promis de nous envoyer au niveau des sites de vaccination tous les enfants qui sont ciblés. Cette campagne de vaccination contre la rougeole va se poursuivre jusqu'au 15 avril 2017 avec la mobilisation sociale et l'implication des acteurs à tous les niveaux. Le pari de rompre la propagation de la maladie dans les 5 communes de la capitale est permis.
Au sein de la Grande Muette, remise de certificats techniques élémentaires situés à plus de 100 sous-officiers de l'aviation militaire. Durant 6 mois, ces sous-officiers ont acquis des connaissances militaires et aéronautiques en vue d'améliorer leur capacité opérationnelle. La cérémonie a été rehaussée de la présence du chef d'état-major général de l'armée de mer, de l'air et de la cérémonie, a été rehaussée de la présence du chef d'état-major de l'armée de l'air et de plusieurs autorités militaires. Adjudant Sekou Kamano, il est correspondant de la presse militaire. Ils sont 101 sous-officiers de l'aviation militaire à recevoir leur certificat technique élémentaire après 6 mois d'apprentissage à l'école de l'air. Une qualification qui leur permet de comprendre le fonctionnement de l'armée de l'air et de jouer pleinement le rôle de chef d'équipe au combat. À vous les stagiaires de la 2e promotion CTE, le chemin est très long, mais avec la volonté et le courage, vous pourriez traverser beaucoup d'étapes au sein de l'armée de l'air, mais cela ne sera possible qu'en observant les règles de la discipline générale. Depuis l'entame de la réforme du secteur de sécurité, l'état-major général des armées a fait de la formation des hommes sa priorité. Ce stage s'inscrit donc dans la dynamique du renouveau des forces de défense de notre pays. Il faut qu'on arrive à former des spécialistes chez nous-mêmes. On a cette volonté. Ce que nous avons sous la main, il faut qu'on commence par ça. C'est déjà un premier pas qu'ils ont franchi et le chemin est encore long à parcourir. Alors ce sont ces sages conseils que j'ai pu prodiguer à ces jeunes techniciens de cette 2e promotion dont je suis le parrain. Ouverte en 2015, l'école de l'air a déjà formé 2 promotions du CTE. Elle nourrit l'ambition de mettre sur pied dans les jours à venir le brevet d'initiation à l'environnement aéronautique, une manière de renforcer les capacités opérationnelles de ce corps d'élite de l'armée guinéenne. L'alphabet corps fait du chemin 68 ans après sa création. Cette langue locale est désormais enseignée dans plusieurs universités à travers le monde. Vu son expansion, les disciples de Souleymane Kanté comptent implanter un siège à New York. Pour en savoir davantage, on suit notre correspondante basée aux États-Unis, Fatoumata Samoura. Inventé en 1949 par le Guinéen Souleymane Kanté pour mieux transcrire les langues africaines, 68 ans après, l'alphabet Nko est devenu un système d'écriture. Il est enseigné dans les universités du Caire en Égypte, de Kofi Annan en Guinée, de Harvard et de Pennsylvanie aux États-Unis d'Amérique. L'apprentissage dans les langues vernaculaires est le chemin le plus court pour acquérir le savoir. Si l'on veut bien apprendre et vite, étudions dans nos langues maternelles. Je pense que l'alphabet Nko est un fruit très précieux. Si l'on y prend soin, on peut bien se régaler avec. Nous avons acquis des connaissances en français, en anglais et en arabe. Il ne nous reste plus qu'à nous servir de ce savoir. L'enseigner à nos enfants, nous voulons que le Nko s'implante et se propage en Amérique, car ici, toutes les inventions sont les bienvenues. Cette commémoration est l'occasion pour la branche américaine de l'Académie Nko de poser un regard rétrospectif sur le chemin parcouru, passer en revue les défis et projeter les perspectives. À court terme, l'Académie envisage la construction de son siège au pays de l'oncle Sam. Enseigner l'écriture Nko aux enfants, aux femmes et aux hommes est bien beau, mais avoir un centre doté de salles de classe, des conférences, des bibliothèques, d'informatique, où toute personne désire d'apprendre le Nko pourrait bien le faire sans difficulté. C'est cela notre objectif à court terme. À travers les manuscrits laissés par Souleymane Kanté, l'inventeur
fondateur de l'écriture Nko, ses disciples approfondissent les recherches. Une académie est mise en place. Les publications écrites en Nko foisonnent. Elles comprennent des manuels pédagogiques en sciences, physique, géographie et philosophie. À cela s'ajoute la traduction du Coran et de la Bible et des descriptions de la médecine traditionnelle. La caisse d'épargne et de crédit Yetemali de Hamdallaye a tenu son assemblée générale. À cette occasion, les membres de la caisse ont fait le bilan des activités réalisées durant 2016. Il a été aussi question de faire le rapport d'activité du conseil d'administration de cette microfinance. Ensuite, ce public reportage de Algassimouba. Ils sont tous agents de la caisse populaire d'épargne et de crédit Yetemali de Hamdallaye. Cette assemblée générale est une occasion pour ses membres de faire le rapport d'activité du conseil d'administration de la coopérative d'épargne et de crédit de Guinée Yetemali. Une manière de jeter un regard sur les activités de la caisse Yetemali de Hamdallaye. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'assemblée générale annuelle de notre caisse. Chaque année, nous devons nous retrouver pour parler de la vie de notre caisse. Parler de tous les mouvements, tous les constats, tout ce que nous avons vu durant une année, retracer tout aux membres, après trouver les moyens pour remonter certaines pentes. Notre service a constaté que les états financiers présentés répondent exactement aux exigences de la structure centrale. Donc là, je suis très content et je vois aussi que par rapport aux différents rapports, des activités menées par les différents organes, c'est bien fait et le contenu était vraiment largement explicité à l'air mandateur. Créé en 1999, cet organisme microfinance a pour mission principale la collecte d'épargne en vue de la rétrocéder dans les localités sous forme de crédit aux membres. Nous sommes en perpétuel perfectionnement. Nous allons essayer avec nos techniciens de tout mettre en œuvre pour satisfaire les besoins de nos membres à partir des suggestions et des demandes qui ont été faites aujourd'hui à l'Assemblée. À l'issue de la rencontre, une élection a été organisée. L'ancien bureau est reconduit pour la deuxième fois pour un mandat de 3 ans. L'autorité de régulation des marchés publics ARMP informe l'opinion nationale, notamment le secteur public, privé et la société civile, qu'un incendie s'est déclaré dans ces locaux le jeudi 13 avril 2017 à 11h15. Au titre des dégâts matériels, le 3e niveau des locaux occupés a été complètement endommagé avec son contenu. Dans cette malheureuse circonstance, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Par ailleurs, les services compétents spécialisés sont à l'œuvre pour situer l'origine de l'incendie. Monsieur le directeur général remercie tous ceux qui ont aidé le personnel à maîtriser la situation et informe par la même occasion de la continuité du service public de régulation des marchés publics, y compris l'enregistrement administratif des contrats qui sont transférés au 2e étage de son siège. La direction générale. Enfin, cet autre incendie qui s'est produit dans la salle de la commission des lois de l'Assemblée nationale, pas de perte en vie humaine, mais la quasi-totalité des équipements sont partis dans les flammes. Le court-circuit serait à l'origine du sinistre. Alpha Isiagaba, Abdoulaye Ninguela Diallo. Des dossiers complètement réduits en cendres, des vitres cassées et des chaises encore fumantes. C'est le bilan de cet incendie qui s'est déclaré ce matin dans la salle de la commission des lois élargie à la direction de la transcription de l'Assemblée nationale. Selon des témoignages, un court-circuit serait à l'origine de l'incendie. Moi j'ai appris l'information à 8h30 lorsque je venais. C'est ma collègue qui m'a appelé. Tanti, tu es à la maison? Je dis non, je suis en route. Ah, nos bureaux ont brûlé. Et quand on est venu, il n'y avait pas de place. Le pompier était là, on nous dit d'attendre. C'est après leur départ maintenant que nous sommes venus constater qu'il y a 2 bureaux qui sont touchés. Le bureau, la commission loi et la transcription. Ce sont les 2 bureaux qui sont touchés. Depuis l'installation de cette législature, c'est la 3e fois que le local de la commission des lois prenne feu.
Mais pour cette fois-ci, les dégâts sont énormes. Incendie ou vol, on ne peut pas accuser les gens. Chez nous, nous avons eu beaucoup de dégâts là-bas. On a eu des dégâts. Parce que nous avons perdu 3 écrans plasma. Jusqu'à présent, nous ne savons pas comment ces écrans-là sont partis. Cet incendie s'est produit une semaine après l'ouverture de la première session des lois. Toute chose qui risquerait d'affecter le bon déroulement des plénières. C'était tout pour ce soir au compte de Guinée Info. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir.